Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Comme chaque mardi pour cet entretien vue de haut, je suis accompagné d'un partenaire de ligne droite, comme chaque mercredi, François Bousquet, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la nouvelle librairie. Alors que peut-on lire dans Éléments ce mois-ci ou que peut-on trouver à la nouvelle librairie ? Eh bien, Éléments est toujours en kiosque, le numéro d'été sur les imposteurs, avec sur la couverture Frédéric Rouvillois, notre invité, sur la question du gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est la démocratie sans le peuple, ce sera notre sujet. Je voudrais dire un mot sur Frédéric Rouvillois, puisqu'il était également édité par la nouvelle librairie. Frédéric Rouvillois a plusieurs vies. Il est professeur de droit public à l'université Paris-Cité, historien des mentalités et de l'art de vivre, chroniqueur du temps présent et du temps jadis, délégué général de la très conservatrice Fondation du Pont-Neuf, mais aussi auteur de polars, car il a déjà signé 4 polars à la nouvelle librairie et imposé un ton délicieux et délictueux, bien sûr, parce que c'est un polar, des personnages, un couple d'enquêteurs, un commissaire Loman et sa capitaine Morin, et bien d'autres choses, dont un quartier de Paris. Ceux qui aiment Blake et Mortimer comme moi s'y retrouveront, c'est un univers old school, et ceux qui, comme moi, préfèrent Mortimer à Blake, s'y retrouveront encore plus. C'est Un mauvais maître, premier roman, Le doigt de Dieu, deuxième roman, Tout le pays est rouge, troisième, et enfin La constance de Théodore, son dernier roman paru au début de l'été, sur des start-up humanitaires qui, à travers des immigrés, promeuvent la GPA. Enfin bref, à lire bien calé dans un canapé, avec une camomille ou un whisky, selon vos préférences. Mais bref, il est en train d'imposer un ton de grand auteur de polar. Merci François, je vous propose maintenant qu'on se tourne vers Frédéric Rouvillois, qu'on aborde notre sujet. Vue de haut. Frédéric Rouvillois, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste. Et bonjour à François et merci pour cette très sympathique et très flatteuse entrée en matière. Et je me permets de le remercier au passage, pour lui redire mon amitié, mon admiration pour lui-même et pour ce qu'il fait, et pour sa bienveillance à mon égard et à l'égard de mes petits bouquins, que ce soit des livres de plus juridiques et ou des choses effectivement plus amusantes comme ces polars, en précisant tout de même que je ne quitte jamais quand même la dimension de l'univers politique et ce sont des polars qui sont des polars on va dire conservateurs ou de droite, mais c'est un autre moyen de faire de la politique et raison supplémentaire d'en remercier François et la nouvelle librairie. Alors, entre tous vos ouvrages de droit et les polars, où trouvez-vous le temps, Frédéric Rouvillois ? Vous savez, le temps, on le trouve. Non, mais le temps, on le trouve pour faire ce qu'on aime. Et moi, ce qui m'amuse dans la vie, en fait, c'est notamment ça. Il y a des gens qui vont faire de l'ultra trailing, je sais pas où, machin. Il y a des gens qui partent aux Bahamas pour avoir le même bronzage que celui qui pourrait avoir à Palavas-les-Flots. Il y a des gens qui moi, ce qui m'amuse, c'est de prendre un bouquin pour le lire à l'ombre de l'arbre de mon jardin, ou de prendre, ce qui m'amuse encore plus, c'est de prendre du papier, un stylo et de commencer à écrire un nouveau polar, comme celui que je suis en train de commencer pour peut-être à la nouvelle librairie, si elle me fait l'honneur de prendre le numéro 5 des aventures de Loman et de la capitaine. Voilà, capitaine Morin. Parfait, donc affaire à suivre pour cette série de polars. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage plus juridique, Le gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique. Vous revenez sur l'origine de cette expression qui ne date pas du débat public actuel, mais une expression qui a un siècle. Oui, alors justement, à ce propos, j'ai écouté la chanson de Sardou, évidemment, comme vos auditeurs, c'est un autre gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent que
les juges, il y en a à différents niveaux. Celui ou ceux dont parle Sardou dans cette chanson, hein, et ceux dont on parle surtout en France dans la grande presse, etc., dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelait à l'époque le petit juge, le juge rouge, c'est-à-dire le juge d'instruction qui va faire passer un mauvais quart d'heure aux riches ou aux patrons. C'est notamment le juge de Brouwer-en-Artois, vous savez, qui va poursuivre sa vindicte la classe bourgeoise parce que il suppose que c'est forcément un bourgeois qui a tué la petite jeune femme qui s'est retrouvée qu'on a retrouvée morte dans le square de cette ville. Et c'est un événement politique majeur de l'époque, hein, puisque toute l'ultra-gauche de l'époque, notamment la gauche prolétarienne, Jean-Paul Sartre, Beauvoir, etc., se mettent effectivement dans ce sens. Et voilà, là on a vraiment le petit juge rouge qui va qui va égorger, dont l'objectif est d'égorger le bourgeois. Ce qu'on appelle le gouvernement des juges, c'est autre chose. C'est à la fois plus ancien, effectivement ça remonte en France, l'expression au début des années 20, et d'autre part, ça ne parle pas du même juge. Ça ne parle pas du juge d'instruction, ça parle en fait du juge suprême, si on peut dire, le juge constitutionnel, et éventuellement... mais ça s'y rattache un petit peu, le grand juge en matière administrative, qui est le Conseil d'État. Donc voilà. Bref, de nos jours, ça vise le Conseil d'État d'une part, et d'autre part, et surtout, ce qui s'appelle en France maintenant, le Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc, en fait, c'est au début du XXe siècle que, aux États-Unis, l'expression va être forgée. Elle va être forgée, et c'est quand même très intéressant de le souligner, par des juristes marxistes, notamment un juriste juif russe émigré aux États-Unis, qui est devenu avocat et qui est devenu l'un des chantres, on va dire, du marxisme sur un plan juridique aux États-Unis, qui s'appelle Louis Boudin, et qui invente ce terme de gouvernement des juges, qui va être importé ensuite en France au début des années 20 par un très grand juriste français, lui aussi très à gauche, qui s'appelle Édouard Lambert, qui écrit un livre portant ce sujet, décrivant le système américain, mais surtout insistant sur le fait que pour lui, juriste de gauche, marxiste, il faut surtout pas que il y ait en France un juge constitutionnel, c'est-à-dire un juge qui puisse censurer éventuellement les lois adoptées par le Parlement, parce que, estime-t-il, le juge constitutionnel notamment, est toujours un juge conservateur, un juge de droite, et que par conséquent, cela irait à l'encontre de l'évolution socialiste de la société que lui-même promeut. Voilà. Donc, grosso modo, dès le début, si vous voulez, dès l'invention de ce concept, et voilà, on se situe sur un plan qui est beaucoup moins un plan juridique, au sens propre du terme, même si effectivement l'objet est juridique, que sur un plan politique. On est vraiment dans le politique, on est même dans l'idéologique, si vous voulez, et c'est dans ce sens que, pour rassurer vos éventuels auditeurs qui voudraient donc acheter le livre que j'y ai consacré donc chez Dectyle Brouwer cette année, donc qui s'appelle Le gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique. Mon livre, je pense, est un livre que les non-juristes peuvent lire sans difficulté dès lors qu'ils s'intéressent à la politique. Voilà. C'est central. Mais si vous employez l'expression, Frédéric Rouvillois, de gouvernement des juges, ça présuppose que les juges ont pris le pouvoir. Hein. Comment ont-ils pris le pouvoir en France? Aux États-Unis, l'affaire est assez ancienne, hein, même si le terme s'est introduit dans les années 1920. Nous, il faut attendre la Ve République, hein, avec le Conseil constitutionnel, et il faut attendre une année centrale, hein, c'est 1971, hein, quand le Conseil constitutionnel élargit ses prérogatives. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que
en fait, on parle de cette question depuis la Révolution française, mais jusqu'à l'avènement de la Ve République, donc en 1958, il n'existe pas d'organisme juridictionnel compétent pour contrôler la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution. La Constitution qui est théoriquement la règle la plus élevée. Bien. Tout change effectivement en 58, lorsqu'on va créer le Conseil constitutionnel, et tout change encore plus, si j'ose dire, en 71, lorsque, le 16 juillet 71, le Conseil constitutionnel prend une décision qui a souvent été décrite à juste titre comme une sorte de coup d'État des juges, par laquelle il va censurer une loi sur la liberté d'association, une loi donc qui permettait au ministre de l'Intérieur de l'époque d'essayer de contrôler un petit peu, notamment le développement de groupes gauchistes, dans le prolongement de 1968. Et donc le Conseil constitutionnel, dans cette décision 71, va littéralement affirmer donc son pouvoir, et en particulier, il va expliquer que il peut se fonder pour censurer la loi, non seulement sur les articles de la Constitution, l'article 1 à l'article dernier, donc l'article 89, mais également sur une autre source de droit, qui est le préambule de la Constitution, autrement dit les quelques mots qui précèdent la Constitution, quelques mots qui renvoient eux-mêmes à d'autres textes, c'est-à-dire à un texte qui date de 1946, le préambule de la Constitution de 46, et surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme vous le savez, 17 articles adoptés en 1789, comporte donc l'énoncé d'un certain nombre de droits, mais qui sont énoncés de façon extrêmement large, extrêmement extrêmement générale. Voilà. Or, plus un juge dispose d'un texte large et général, et plus il a de pouvoir. Pourquoi ? Eh bien, parce que, et là on touche vraiment à l'élément central du problème, plus il aura de pouvoir, puisque plus il pourra interpréter librement et à sa guise le texte en question. Bref, en 71, qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel ? Il se donne en quelque sorte le pouvoir de faire quasiment ce qu'il veut et de censurer comme il l'entend les lois éventuelles qui pourraient être adoptées par la représentation parlementaire. Voilà. Et c'est en ce sens, et c'est le début, si vous voulez, d'une évolution qui va, que je raconte à mes étudiants en première année de droit, qui va effectivement faire de lui assez rapidement, avec des étapes bien définies, véritablement l'arbitre des élégances politiques en quelque sorte, et donc ce faisant, valider, d'ailleurs c'est ainsi que le pointe du doigt à l'époque un certain nombre de juristes de droite, notamment un juriste qui a été un peu oublié, mais qui a eu un très grand rôle à cet égard, qui a d'ailleurs été, je crois, un ami de Radio Courtoisie, Jean Foyer, ancien ministre de la Justice du général de Gaulle, Jean Foyer, donc, qui explique que avec un tel système, eh bien, potentiellement, ce juge constitutionnel, ce juge qui n'a pas été élu, qui n'a aucune légitimité démocratique, et qui par ailleurs est très clairement un juge politique, eh bien, ce juge est en mesure de se situer au-dessus de la loi, au-dessus du Parlement, quasiment au niveau de la Constitution, et ce faisant, à apparaître comme un juge qui gouverne, puisque finalement, celui qui domine la loi peut être considéré comme celui qui gouverne. Voilà. Et donc, en fait,
c'est la manière dont finalement cette notion de gouvernement des juges qui existe en France et qui est développée en France depuis les années 20 va véritablement prendre corps à partir de la Ve République, puis à partir de 1971, ce coup d'État des juges sur la liberté d'association, puis quelques années plus tard, avec notamment un élargissement de ce qu'on appelle la saisine de ce juge, c'est-à-dire la possibilité de le saisir. Au début, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par très peu de monde, en fait, par le président de la République, les présidents des deux assemblées et le Premier ministre, mais à partir de 75, il peut être saisi également par 74, pardon, il peut être saisi également par 60 députés ou 60 sénateurs. Et à partir de 2008 et d'une révision constitutionnelle lancée par Nicolas Sarkozy, eh bien, il peut être saisi en fait par n'importe qui à travers ce qu'on appelle la QPC, donc la question préjudicielle de constitutionnalité, qui va permettre à n'importe quel justiciable eh bien, de se saisir de ce juge constitutionnel pour lui demander éventuellement de censurer une loi qui lui a été appliquée et que ce justiciable juge contraire à la Constitution. Vous voyez, donc on passe de, avant 58, une absence totale de juges susceptibles de contrôler la loi, à aujourd'hui un juge qui dispose à cet égard d'un pouvoir incroyablement vaste et qui, au fond, bien, on pourrait presque dire fait la loi hein, au sens comme en Zorro. Ouais, c'est à beaucoup d'égards lui qui est véritablement le contrôleur, l'arbitre des élégances, et qui impose le ton, le rythme et le sens de l'histoire politique contemporaine. Voilà. Alors, petite parenthèse, Frédéric Rouvillois, mais alors comment appeler cette magistrature du petit juge que vous décriviez, politisée, qui juge le parcours du prévenu plus que sur ses actes et qui mène parfois à des peines d'une extrême mansuétude. Alors c'est pas ce dont vous parlez dans votre livre du coup, mais est-ce que ça peut avoir aussi on peut aussi l'appeler ce gouvernement des juges dans le sens où c'est des juges qui contreviennent parfois au bon sens même? Oui, enfin, vous savez, est-ce que gouverner, c'est contrevenir au bon sens? C'est un petit peu la question. Hein. Ce sont des juges puissants, effectivement. Hein, ils le sont en vertu du code pénal, ils le sont en vertu des lois applicables, etc. Mais ouais, ils ne gouvernent pas, si vous voulez. Hein. Ils sont très puissants dans un cadre juridique préétabli et dont ils ne sortent pas. Et ils le font par ailleurs hein, sous le contrôle de juges, des juges d'appel et à terme du juge de cassation qui peut être dans un cas le Conseil d'État et dans le cas la Cour de cassation. Donc on a des juges très puissants, on a des juges qui peuvent éventuellement abuser un peu de leur pouvoir, mais qui demeurent néanmoins sous un contrôle étroit. La différence avec le juge constitutionnel, c'est que lui, il est tout au sommet et personne ne le contrôle. Autrement dit, il se rapproche effectivement de la manière dont on va définir le souverain. Qu'est-ce que c'est que le souverain? Le souverain, c'est un pouvoir qui n'a personne au-dessus de sa tête. Et donc, c'est lui qui décide. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Eh bien, le juge constitutionnel en France, et d'ailleurs, en un sens, la Cour suprême américaine, hein, puisque c'est de là que vient cette notion, se trouve sans personne au-dessus. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus dans mon bouquin, mais en fait, la chose a pris une ampleur considérable après la sortie de ce livre, hein, qui est sorti tout début de l'année. C'est le cas israélien. Le cas d'Israël, où effectivement la Cour suprême israélienne avait, de manière absolument inouïe, hein, depuis les années 90, développé une jurisprudence en vertu de laquelle elle était véritablement au-dessus des lois
et même, je dirais, au-dessus de la Constitution, puisque en Israël, on va pas entrer dans les détails juridiques trop compliqués, mais en Israël, il y a ce qu'on appelle une Constitution souple, voilà, qui est encore moins contraignante, on va dire, à beaucoup d'égards, que la Constitution française. Donc, en Israël, depuis les années 90, le juge, la Cour suprême, a pris le pouvoir, se plaçant donc au-dessus de la représentation populaire, donc en l'occurrence de la Knesset. Elle a pris le pouvoir et elle l'a pris dans un sens qui est un sens systématiquement progressiste, de gauche, et de manière totalement claire et assumée. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant au moins une dizaine d'années, la droite israélienne réclame que eh bien, on réduise les pouvoirs de cette Cour suprême et réaffirme la suprématie des instances élues, autrement dit, de la démocratie. Et donc, on a une espèce de dialogue de sourds, un petit peu, si vous voulez, en Israël à l'heure actuelle, avec d'une part la gauche et l'extrême gauche qui nous disent la Cour suprême, c'est la démocratie, puisque c'est la gauche, c'est la pensée progressiste en acte, alors que la Knesset est de droite, donc elle n'est pas véritablement démocratique, ce qui est un comble en un sens. Et de l'autre côté, la droite qui nous dit, bah non, la Knesset est démocratique puisqu'elle est élue par le peuple, c'est elle et elle seule qui représente le peuple. La Cour suprême n'a de ce point de vue-là aucun sens, aucune légitimité. Et donc, on se bat autour des pouvoirs de la Cour suprême à partir de cette notion de démocratie, chacun des deux camps, la gauche et la droite, revendiquant sous ce même terme de démocratie, deux positions radicalement différentes. La gauche souhaitant que la Cour suprême conserve tous ses pouvoirs pour continuer à mener une politique de gauche, et la droite exigeant que la Knesset retrouve ses pouvoirs, autrement dit, puisse remettre en cause des décisions, à la majorité, des décisions prises par la Cour suprême. Vous voyez, c'est en fait extrêmement amusant et extrêmement intéressant. Pas seulement amusant, amusant parce que c'est intellectuellement stimulant, mais on est vraiment au cœur d'un combat politique avec au centre du jeu, d'une part, le concept de démocratie, qui est un concept fourre-tout et relativement difficile à définir, et surtout, eh bien, la Cour suprême, le juge suprême et ses pouvoirs. Là, vous posez les grands enjeux, là, la question de la souveraineté. Qui est souverain? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est le nous? Ou est-ce que c'est les droits individuels? Les droits individuels sont portés par les cours. Là, on a parlé que de la Cour, que du Conseil constitutionnel, mais il y a le Conseil d'État. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme, mais également la question de la démocratie. Moi, à la différence, je pense pas que ce soit un concept flou, la démocratie. Il y a plusieurs formes de démocratie à travers l'histoire, mais néanmoins, il y a une démocratie étymologique. La démocratie, c'est le démocratos, le pouvoir du peuple. Or, en Israël, le peuple est en train de reprendre le pouvoir sur le juge. Donc c'est non seulement stimulant, je trouve, c'est non seulement passionnant, mais c'est également très, très encourageant. C'est qu'on se heurte en permanence aux décisions arbitraires du Conseil constitutionnel qui nous engagent au très long cours, ou du Conseil d'État, sur le regroupement familial, sur la question de la fraternité. Je vous posais une question tout à l'heure sur une question-là, sur les interprétations très très larges du Conseil constitutionnel. C'est très encourageant, c'est que enfin il y a le pouvoir politique qui reprend ses droits. Ah, tout à fait. Mais ça, c'était absolument clair. De ce point de vue-là, Israël, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit livre de Jean-Louis Harouel qui s'appelait autour de qui s'appelait qu'est-ce que la nation, qui était paru il y a quelques années. J'ai des couleurs, je crois. C'est possible, oui. C'est ça. Où Jean-Louis Harouel, donc qui est un de mes très bons amis et collègues, est très brillant, historien du droit, très grand historien du droit. Revenait sur ce concept de nation et montrait à quel point finalement Israël de nos jours sur ce plan est une sorte de modèle pour nous. C'est-à-dire que voilà, c'est l'exemple type d'un pays où au fond, eh bien
cette idée de nation veut dire quelque chose et est véritablement mise en avant avec dans ces différentes dimensions. C'est au fond dans ce sens-là que je me rallie effectivement, cher François, à votre définition de la démocratie. De ce point de vue-là, voilà, l'exemple d'Israël, c'est effectivement une nation qui entend réaffirmer son existence et un peuple qui entend réaffirmer son pouvoir qui a été objectivement donc volé, usurpé par une Cour suprême qui sans aucun fondement juridique plausible, si vous voulez, s'était affirmé au fil des années comme, voilà, non seulement l'arbitre des élégances, mais comme celui qui peut dire véritablement ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui a le pouvoir suprême de décision. Autrement dit, une Cour suprême qui s'était arrogé véritablement le pouvoir souverain, qui était là pour remplacer véritablement la démocratie. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, alors je sais, suivrons-nous cet exemple ou ne le suivrons-nous pas? On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas trop le chemin. Le fait est que si on ne le suit pas, ça réduit considérablement, suivez mon regard, la marge de manœuvre éventuelle d'un président ou d'une présidente de la République qui voudrait changer un petit peu les choses, notamment sur certaines questions sociales, sociétales, d'immigration ou autres, ou régaliennes, voilà. Régalienne, en particulier la question de l'immigration. Le paradoxe de ces cours et de ces conseils, c'est qu'ils sont aux États-Unis, la Cour suprême, très très conservateur. François, juste avant, on y reviendra évidemment à votre question. Il est 9h, c'est le moment d'un bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Vue de haut. Nous sommes avec Frédéric Rouvillois, qui est l'auteur du gouvernement des juges, et François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, et je vous redonne la parole tout de suite, François Bousquet. Merci. Oui, je disais que le paradoxe de ces cours, c'est qu'elles sont idéologiquement contrastées. Cour suprême aux États-Unis très conservatrice, Conseil constitutionnel et Conseil d'État en France assez progressiste. Mais deux cas pratiques, Frédéric Rouvillois, pour qu'on touche vraiment du doigt les implications quasi quotidiennes de ces décisions sur le Conseil constitutionnel, qui a rendu, alors j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus, qui a semble-t-il rendu responsables les propriétaires des dégradations que pourraient causer les squatteurs, en tout cas dans le bâtiment concerné, si jamais ce bâtiment devait causer des dommages. Ça a vraiment sidéré les Français, me semble-t-il, et je crois qu'il y a eu un sondage sur le sujet. Premier cas pratique. Et second cas pratique, c'est l'interprétation très très large que vous évoquiez de la triade républicaine, liberté, égalité, fraternité. Au nom de la fraternité, le Conseil constitutionnel recommande l'accueil inconditionnel des étrangers, fussent-ils illégaux. Autrement dit, la question c'est est-ce que le Conseil constitutionnel peut-il arriver à dire que ce qui est en dehors de la loi, un immigré clandestin, donc qui est illégal, n'est pas en dehors de la Constitution? Alors, j'espère que je vais réussir cet examen, monsieur le professeur, parce que effectivement, c'est un petit peu. Alors, la première, la question, c'est la question des squats et cette décision du mois de juillet dernier rendue par le Conseil constitutionnel, dans lequel il explique que, enfin, il censure la nouvelle loi sur la question qui durcit un tout petit peu les sanctions susceptibles d'être infligées aux squatteurs, mais qui précise que effectivement, en cas de s'il y a des problèmes, des dommages dans le bâtiment qui a été squatté, c'est le propriétaire de la maison squattée qui serait éventuellement responsable des préjudices qui seraient susceptibles d'être donc causés à des tiers. Bon, là il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'une part effectivement l'aspect strictement juridique, qui est la question de la responsabilité, sur laquelle le Conseil constitutionnel n'a pas tellement voulu, enfin voilà, il a voulu essayer de trouver une solution un peu mi-chèvre, mi-chou pour éviter que
en cas de problème, un tiers puisse se retrouver un petit peu le bec dans l'eau face à des squatteurs qui n'ont absolument rien et qui ne sont pas assurés. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu la raison de cette solution intermédiaire qui effectivement qui paraît en soi assez on va dire absurde, contraire au bon sens, puisque ça veut dire que quelqu'un qui est propriétaire d'une maison qu'il n'occupe pas depuis 3 ans parce qu'elle est squattée et qu'il tente vainement de faire chasser les squatteurs, pour être responsable de préjudices causés par sa propriété, alors même que le préjudice pourrait avoir pour origine un manque de le fait que un manque d'entretien de la propriété en question par les squatteurs. Donc ça, on a un truc qui est qui paraît effectivement un petit peu absurde, mais mais alors la question de la fraternité. Voilà. Non mais ceci dit, par contre, sur la question du squat, je pense que effectivement, le vrai problème c'est ça, si vous voulez. Le vrai problème, je trouve, c'est pas tellement sur ce point la décision du juge, mais c'est la situation des squatteurs et surtout des squattés. À laquelle je consacre quelques chapitres d'ailleurs dans mon dernier polar paru à la Nouvelle Librairie, qui s'appelle la Constante de Théodore, et le vrai scandale que ça représente, le scandale moral, politique, presque métaphysique, le fait que des gens puissent venir chez vous comme ça, s'installer et vous déloger, et que l'État, qui normalement devrait être condamné pour ça, puisqu'il n'a pas fait son boulot, qui est de protéger et de maintenir la propriété, elle-même à beaucoup d'égards fondement des autres libertés, que l'État non seulement ne soit pas condamné pour son incurie et son absence d'intervention, mais que l'État donc condamne éventuellement le propriétaire qui, ne pouvant pas faire autre chose, eh bien va tenter manu militari éventuellement de chasser les squatteurs de chez lui. Ça paraît être, on a une espèce de situation d'évidence et de bon sens, je dirais presque de droit naturel, et l'État nous dit non, c'est pas possible, et je vais punir plus lourdement celui qui tente de récupérer le bien qui lui a été dérobé en quelque sorte, que le voleur lui-même. On a là, voilà, moi c'est quelque chose que je trouve absolument, pour moi le squat c'est un véritable symbole de énormément de choses. Et du dysfonctionnement à beaucoup d'égards de notre système. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ce polar, et je pense que c'est vraiment je veux dire, le petit truc du Conseil constitutionnel, c'est vraiment la fin de la queue de la comète, si vous voulez. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est Frédéric, oui. Si vous me permettez cette extrapolation, je dis bien que c'est une extrapolation. Si je vous ai posé cette question sur le squat, c'est que je voulais en venir à la question de la fraternité et de l'obligation quasi inconditionnelle qui nous est faite d'accueillir des migrants illégaux, qui sont à leur manière des squatteurs. Je dis bien c'est une extrapolation, mais qui sont également à certains égards des squatteurs, avec les guillemets d'usage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette interprétation qui relève de l'exégèse quasi religieuse du concept de fraternité par le Conseil constitutionnel, et qui nous impose d'accueillir tous les migrants? Alors, moi, c'est pas que le Conseil. Alors, on va y revenir, mais c'est pas que le Conseil nous dit qu'il faut accueillir tous les migrants. C'est que le Conseil nous dit on peut pas sanctionner quelqu'un qui accueille un migrant. Voilà. Concrètement, ça revient un peu au même, mais c'est pas tout à fait le. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est en fait une décision du Conseil constitutionnel au début des années 2020 qui explique que, eh bien, il y a dans la Constitution, dans le texte même de la Constitution, eh bien, une devise qui est la devise de la République, qui nous dit liberté, égalité, fraternité. Et c'est en saisissant donc le terme de fraternité et en disant la fraternité, ça implique que
on puisse considérer autrui comme un frère et qu'on puisse avoir le droit de l'aider, que le Conseil constitutionnel va nous dire que de ce mot qui figure de manière un peu presque aléatoire, si vous voulez, hein, dans le texte de la Constitution, on peut déduire une règle, un principe constitutionnel de fraternité, voilà, et ensuite, il prend cette règle qu'il vient d'inventer et il nous dit, voilà, la loi qui sanctionne toute aide à l'immigration illégale va à l'encontre de ce principe de fraternité que je viens d'inventer. Et donc, cette loi est illégale et cette disposition doit être abrogée. Et c'est comme ça qu'il fait. Voilà. Et là, on pourrait en parler pendant des heures de cette décision, mais ce qui est très intéressant, effectivement, c'est ce que les juristes appellent la question de l'interprétation. C'est-à-dire que si le juge a du pouvoir, et si le juge suprême a un pouvoir suprême, et on revient ici, effectivement, au problème général du gouvernement des juges, c'est parce que il a toute liberté, je dis bien toute liberté, pour interpréter, c'est-à-dire pour donner le sens, pour établir la signification de la règle qu'il a décidé d'appliquer. Là, en l'occurrence, la règle, c'est la Constitution. La Constitution nous dit absolument pas, il y a un principe de fraternité en vertu duquel on ne peut pas, le législateur ne peut pas sanctionner quelqu'un qui porterait aide à un immigrant illégal. Voilà. Ce principe n'existe pas. Mais le Conseil constitutionnel va interpréter la Constitution et va nous dire, voilà, selon mon interprétation, s'il y a le mot fraternité dans la Constitution, ça veut dire ceci et cela. Et en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a une règle qui a une valeur constitutionnelle et qui interdit aux législateurs d'empêcher l'aide aux immigrants illégaux. Vous voyez, et ce pouvoir d'interpréter la règle, il est en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on en revient aussi au petit juge, au juge qu'on évoquait tout à l'heure. Le juge, on lui demande d'appliquer une règle à un cas particulier. Bon, de manière générale, c'est ça. Sauf que cette règle, donc, il va l'interpréter, autrement dit, il va lui donner la signification qu'il veut pour ensuite, donc, la mettre en œuvre. Alors, lorsque on se situe au bas de l'échelle, au bas de la hiérarchie judiciaire, cette interprétation, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va pouvoir être éventuellement remise en cause en appel ou en cassation. Lorsqu'on se situe en revanche au niveau suprême du Conseil constitutionnel ou d'une Cour suprême quelconque, eh bien, il n'y a personne au-dessus. Et donc, cette interprétation s'impose sans que quiconque puisse la contester et la remettre en cause. Voilà. Et c'est en ce sens que on peut dire que, effectivement, le juge suprême gouverne, puisque c'est lui qui donne le sens de la Constitution, et c'est lui qui éventuellement peut censurer la loi et, de manière plus générale, l'ensemble finalement des décisions prises par le gouvernement ou par l'administration, en fonction finalement de son feeling, si j'ose dire, de la manière dont il interprète, dont il ressent la loi et de la manière dont il considère que cette loi doit aller, on va dire, dans le sens de l'histoire ou dans le sens de la société. Voilà. Dans ce compte-là, Frédéric Rouvivois, ça veut dire que la démocratie, moi je reviens, parce que c'est quasiment le sujet, c'est un de vos sujets centraux du livre, c'est que la démocratie a été confisquée. Il y avait un bouquin de ma part, d'André Tardieu, qui avait été président du Conseil, qui s'appelle Le souverain captif ou le souverain confisqué, je sais plus. C'est que le souverain a été confisqué. Donc se pose vraiment la question, c'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est l'état de droit ou est-ce que c'est la volonté populaire?
Oui, bon, ceci dit, à l'époque où écrit André Tardieu, donc il publie son livre Le Souverain captif en 34, il y a pas de Conseil constitutionnel, il n'y a pas de juge constitutionnel, et à la limite, André Tardieu se dit que ce serait peut-être mieux qu'on ait un système à l'américaine dans lequel on a un juge qui peut éventuellement éviter les débordements du Parlement. Lorsqu'il parle de souverain captif, il parle du peuple, effectivement, souverain en démocratie, et captif par quoi? Captif par la toute-puissance du Parlement. La toute-puissance du Parlement, autrement dit, de ses soi-disant représentants élus, mais qui, au fond, se comportent véritablement comme des tuteurs, les tuteurs d'un incapable, et qui prennent eux-mêmes les décisions sans jamais, finalement, en référer au peuple, d'autant plus qu'à l'époque, il y a relativement peu d'élections, il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas de référendum. Voilà. Donc le peuple, il est vraiment totalement vassalisé. Il est dans la situation d'un majeur en tutelle, en quelque sorte. Maintenant, effectivement, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir dans une démocratie un juge qui sera là pour contrôler la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution adoptée par le peuple. Un grand merci Frédéric Rouvillois d'avoir été avec nous. Vous êtes docteur en droit, auteur du Gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique aux éditions Desclés de Brouwer. Et merci à vous François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments.